Devant son patron, elle a crié « Sors d'ici. Tu sens la graisse. » J'ai souri et sorti une enveloppe, d'accord. Mais avant, dis adieu à ton audiétage à ta carrière. Le visage de son patron est devenu tout pâle. Je m'appelle Gaël Lecomte. J'ai 32 ans. Si l'on m'avait dit un jour que ma propre petite sœur, celle dont j'ai changé les couches et essuyé les larmes, me chasserait de son appartement luxueux sous prétexte que je portais une tenue de travail, j'aurais probablement éclaté de rire. J'aurais pensé à une mauvaise blague, une farce grotesque. Mais si l'on m'avait ajouté que cet acte d'orgueil mal placé allait anéantir sa carrière d'avocate prometteuse et la dépouiller de tous ses biens matériels en moins de 24 heures, je n'aurais tout simplement pas pu le croire. C'est pourtant exactement ce qui s'est déroulé le mois dernier, dans la ville de Lyon, au cœur d'une soirée glaciale de novembre. Ma sœur, Oriane, était tellement obsédée par la protection de son image immaculée qu'elle a voulu dissimuler au monde entier l'existence de la seule personne qui, dans l'ombre et le silence, finançait secrètement sa vie de rêve depuis des années. Elle ignorait un détail crucial, un détail qui allait causer sa perte. La sœur embarrassante qu'elle voulait pousser vers la sortie de service comme une malpropre n'était pas seulement une technicienne frigoriste aux mains sales. J'étais, sans qu'elle le sache, la PDG de l'entreprise dont dépendait l'avenir même du cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait. Avant de vous plonger dans les détails sordides et satisfaisants de cette soirée inoubliable, j'aimerais prendre un instant pour vous accueillir. Je sais que nous sommes nombreux à avoir vécu des injustices familiales, et c'est pour cela que je partage mon histoire aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir qui m'écoute en ce moment. D'où venez-vous ? Est-ce que vous m'écoutez depuis Paris, depuis le sud de la France, ou peut-être depuis l'étranger ? Et quelle heure est-il chez vous à l'instant où vous entendez ma voix ? Écrivez-le-moi dans les commentaires maintenant, je prends toujours un immense plaisir à lire vos réponses et à voir à quel point notre communauté est grande. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière, vers ce week-end fatidique qui a bouleversé l'ordre des choses. Tout a commencé 3 jours avant la fameuse fête de crémaillère. J'étais assise dans mon bureau, au dernier étage du siège social de GL Solutions Frigorifiques. Devant moi, une pile de contrats de maintenance pour une chaîne d'hôpitaux régionaux attendait ma signature. De là-haut, je pouvais voir le Rhône couler paisiblement, indifférent à l'agitation de la ville. Mon téléphone a vibré sur le bureau en chaîne massif. L'écran affichait Oriane. À cet instant précis, ma sœur m'imaginait probablement quelque part dans une cave humide, sous un évier, couverte de poussière et de toiles d'araignée, une clé à molette serrée dans une main graisseuse. C'était l'image qu'elle avait de moi, figée dans le temps, immuable. Elle n'avait aucune idée que j'étais vêtue d'un tailleur en soie, assise dans un fauteuil ergonomique en cuir, gérant une entreprise de plus de 300 employés. J'ai décroché. Gaël, c'est Oriane, a-t-elle lancé sans préambule. Sa voix avait ce ton mielleux, légèrement chantant, qu'elle adoptait toujours lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. C'était un ton que je connaissais trop bien, un mélange de fausse affection et d'exigence dissimulée. On doit absolument parler de ma crémaillère de samedi. C'est aussi pour fêter ma première grande victoire au tribunal, tu sais. Je me suis adossée confortablement à mon siège, faisant tourner mon stylo entre mes doigts. Je t'écoute, ai-je répondu calmement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as besoin d'aide pour l'organisation ? Eh bien, a-t-elle hésité, marquant une pause calculée. Des collègues très importants du cabinet Dumont et associés vont venir. C'est crucial pour mon réseautage. Maître Vianney, l'associé principal, le grand patron, a confirmé sa présence. C'est une opportunité énorme pour moi, Gaël, tu comprends ? C'est mon avenir qui se joue. Je sentais l'hésitation dans sa voix, cette façon de choisir ses mots comme on marche sur un champ de mine. Je savais exactement où elle voulait en venir, mais je voulais l'entendre le dire. Et alors ? Tu ne veux pas que je vienne, c'est ça ? Ai-je demandé directement, sans animosité, juste avec lassitude. Non. Bien sûr que non. S'est-elle exclamée, beaucoup trop vite pour être sincère. Tu es ma sœur, voyons. C'est juste que, j'ai un petit souci technique urgent. Vraiment urgent. Le système de climatisation centrale de l'appartement fait un bruit d'enfer, comme un claquement métallique. Et pire encore, la cave à vin encastrée ne garde plus la température. Avec Maître Vianney qui est un expert en énologie, c'est la catastrophe assurée. Si je lui sers un vin chaud, je suis la risée du cabinet. Tu pourrais venir jeter un œil avant la fête ? S'il te plaît ? Je soupirai intérieurement, un soupir lourd de 8 années de non-dit.
Donc, tu veux que je vienne réparer tes appareils électroménagers avant que tes amis riches n'arrivent. Tu es la meilleure pour ça, non? A-t-elle insisté, ignorant la pointe de sarcasme dans ma voix. Et puis, ça m'évite d'appeler un inconnu et de payer une fortune un samedi. S'il te plaît, Gaël. Fais ça pour ta petite sœur adorée? C'est ma grande soirée. J'ai posé les yeux sur la photo encadrée de notre père, posée sur le coin de mon bureau. Il souriait, ses mains posées sur mes épaules lors de la remise de mon premier diplôme technique. D'accord, ai-je cédé, comme toujours. Je passerai vers 14 heures. Génial. Merci infiniment. Ah, et Gaël, une dernière chose. Oui? Viens avec tes outils, évidemment. Et, tu sais, mais une tenue pratique. Inutile de te mettre sur ton 31 si tu dois ramper derrière les machines ou te coucher sous l'évier. On verra pour le dîner après, d'accord? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone pendant une longue minute. On verra pour le dîner. Cette phrase résonnait étrangement dans le silence de mon bureau. J'avais passé les 8 dernières années à construire un empire dans le froid industriel, à signer des contrats à 6 ou 7 chiffres, à négocier avec des directeurs d'hôpitaux et des industriels pharmaceutiques. Mais pour Oriane, j'étais et je resterai toujours la grande sœur qui travaille avec ses mains, celle qu'on appelle quand le frigo est en panne, mais qu'on ne présente pas aux invités de marque. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que cette invitation n'était pas une main tendue, mais un piège cruel tendu par sa vanité, un piège qui allait se refermer violemment sur ses propres doigts manucurés. Pour comprendre pourquoi j'ai accepté d'être traitée comme une domestique par ma propre sœur, il faut remonter 8 ans en arrière, dans une chambre stérile de l'hôpital Saint-Luc de Lyon. L'odeur piquante de l'antiseptique et le bruit rythmé, presque hypnotique, des machines respiratoires me hantent encore certaines nuits. Notre père, Henri, était un homme bon, un homme simple. C'était un artisan, un vrai, de la vieille école. Il avait passé sa vie à réparer les erreurs des autres, à souder des tuyaux dans des sous-sols inondés, à visser des boulons, à respirer des vapeurs de soudure toxique et de la poussière d'amiante dans de vieux bâtiments mal ventilés. Ses poumons, usés par des décennies de labeur, ont fini par lâcher. Il n'avait que 54 ans. C'était beaucoup trop jeune. Je tenais sa main dans la mienne. Sa peau était rugueuse, calleuse, marquée par des cicatrices de brûlures et de coupures, la carte géographique d'une vie de sacrifice. Oriane, elle, était restée dans le couloir, incapable de supporter la vue des tubes, des machines et de la mort qui rôdait. Elle avait 18 ans, elle venait tout juste d'être acceptée en faculté de droit, un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. Moi, j'en avais 24, et je venais de lancer ma toute petite entreprise avec une vieille camionnette d'occasion rouillée et toutes mes maigres économies. Prends soin d'elle, Gaël, avait chuchoté mon père, sa voix n'était plus qu'un sifflement douloureux et erratique. Oriane est brillante, mais elle est fragile. Elle a besoin de protection. Toi tu es forte. Tu es comme moi, tu as le cuir solide. Promets-moi qu'elle ne manquera de rien. Promets-moi qu'elle aura la chance que je n'ai pas eue. Je te le promets, papa, avais-je dit, les larmes chaudes coulant sur mes joues. Je veillerai sur elle. Je te le jure. Il est mort ce soir-là, quelques heures plus tard, nous laissant avec des dettes, un vide immense, et cette promesse qui allait devenir ma chaîne. Oriane et notre mère, Solange, ne savaient rien de la réalité financière brutale de notre famille. Elles pensaient, dans leur naïveté, que papa avait une assurance vie cachée, un magot secret. Il n'y avait rien. Absolument rien, à part des factures impayées. Le lendemain des funérailles, j'ai pris une décision qui allait sceller mon destin pour les années à venir. J'ai vendu ma voiture personnelle, une petite citadine que j'adorais. J'ai vidé mon compte épargne, chaque centime que j'avais mis de côté. Et j'ai créé le fonds d'avenir familial. J'ai menti à ma mère et à ma sœur. Je leur ai dit que c'était l'argent de papa, géré par un trust, une structure complexe qu'elles ne chercheraient pas à comprendre. En réalité, c'était ma sueur. C'était mon sang. C'était ma vie. Pendant cette longue année, chaque mois, le premier du mois, 2500 € quittaient mon compte professionnel pour atterrir sur celui d'Oriane. C'était le prix de son train de vie, le prix de son illusion. Elle voulait un appartement dans le 6e arrondissement de Lyon pour réseauter avec la jeunesse dorée. Je payais. Elle avait besoin de cours privés hors de prix pour préparer l'examen du barreau. Je payais.
Elle voulait cet Audi à 5 blanches pour faire bonne impression au cabinet lors de son stage? J'ai signé le leasing à mon nom personnel, en me portant garante, tout en lui laissant croire que le fameux trust s'en occupait. Pendant qu'elle étudiait dans des bibliothèques feutrées et chauffées, je rampais dans des vides sanitaires inondés d'eau glacée à 3 heures du matin. J'ai réparé des chambres froides industrielles à moins 20 degrés jusqu'à ce que mes doigts soient bleus, insensibles et saignants. J'ai négocié avec des fournisseurs coriaces qui ne voulaient pas faire crédit à une jeune femme. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant des années. J'ai mangé des sandwichs triangles caoutchouteux au volant de ma camionnette entre 2 chantiers urgents. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes amours, mes loisirs. J'ai bâti GL Solutions frigorifiques à la force de mes bras et de ma volonté. De la petite artisan solitaire, je suis devenue chef d'équipe, puis patronne respectée. Aujourd'hui, mon entreprise gère la maintenance climatique de la moitié des industries pharmaceutiques et agroalimentaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je n'ai jamais rien dit à Oriane. Je voulais qu'elle réussisse sans le poids de la culpabilité, sans se sentir redevable. Je voulais qu'elle soit fière de son parcours. Mais l'argent facile a un effet pervers, insidieux. Au lieu de la gratitude, il a nourri chez Oriane un sentiment de supériorité et d'élitisme. Elle a commencé à croire que cet argent lui était dû, qu'elle était une sorte d'aristocrate née par erreur dans une famille modeste. Elle a commencé à avoir honte de nous. Honte de la mémoire de papa, qu'elle jugeait trop simple. Et surtout, honte de moi. Chaque réunion de famille devenait un supplice psychologique. Elle critiquait mes vêtements qu'elle trouvait trop simples, mes mains qu'elle disait abîmées, mon manque de culture mondaine. Tu ne peux pas comprendre, Gaël, disait-elle souvent en sirotant le vin coûteux que j'avais payé. Le monde juridique est complexe, subtil. Ce n'est pas comme réparer un grille-pain ou déboucher un évier. Il faut de la finesse. Je serrais les dents, avalant ma colère. Je pensais à la promesse faite à papa sur son lit de mort. Je me répétais comme un mantra, encore un peu. Quand elle sera installée, quand elle sera en sécurité, elle comprendra. Elle verra. J'avais tort. J'avais terriblement tort. Ce samedi-là, en garant ma camionnette professionnelle devant son immeuble haussmannien, je ne savais pas que la promesse était sur le point d'expirer brutalement. Je suis arrivée à 14 heures précises. L'immeuble d'Oriane, situé sur le prestigieux quai Sarail, respirait le luxe discret et ancien de la bourgeoisie lyonnaise. J'ai dû garer mon pick-up professionnel, un véhicule puissant mais marqué par les chantiers, 2 rues plus loin. Oriane me l'avait suggéré par message, prétextant que les voisins pourraient se plaindre d'un véhicule utilitaire devant l'entrée principale. J'ai monté ma caisse à outils, lourde et métallique. Je portais mon uniforme de travail habituel, un pantalon cargo renforcé noir, des chaussures de sécurité coquées, et un polo bleu marine de haute qualité avec le logo discret de mon entreprise, GL, brodé en fil d'argent sur le cœur. C'était propre, professionnel. Pour moi, c'était une tenue de fierté, l'uniforme de ma réussite. Oriane m'a ouvert la porte. Elle portait déjà une robe de chambre en soie ivoire, ses cheveux étaient enroulés dans une serviette blanche moelleuse. « Ah, tu es là » dit-elle sans un bonjour, en scrutant nerveusement le couloir pour vérifier qu'aucun voisin ne me voyait entrer. « Entre vite, ne reste pas sur le palier. » L'appartement était magnifique. Au plafond, moulure d'époque, parquet en point de Hongrie qui craquait doucement sous les pas. Je le connaissais bien, c'est moi qui avais signé le chèque de caution de 4 000 € il y a 2 ans, et qui virait le loyer chaque mois. Notre mère, Solange, était assise sur le canapé en velours vert émeraude, feuilletant distraitement un magazine de décoration. « Bonjour maman » dis-je en posant ma caisse avec précaution sur le tapis d'entrée pour ne pas rayer le sol. Elle leva les yeux, une moue dédaigneuse aux lèvres, comme si elle venait de sentir une mauvaise odeur. « Gaël. Tu n'aurais pas pu te changer ? Tu sens l'atelier, ma fille. C'est agressif comme odeur. Je viens de travailler, maman. Et je suis là pour travailler encore, apparemment. » Oriane claqua des doigts, impatiente, coupant court à la conversation. Pas le temps pour les discussions de famille. La cave à vin est dans la cuisine, elle clignote rouge et fait un bip insupportable. Et la clim du salon fait un bruit de tracteur par intermittence. Maître Vianney ne supporte pas la chaleur, il a des problèmes de tension. Et il est très, très pointilleux sur ses vins. S'il boit un grand cru tiède, ma promotion est fichue avant même d'avoir commencé. Je me suis mise au travail sans discuter.
Pendant 3 heures, j'ai démonté, nettoyé, réglé. C'était des problèmes mineurs, un encrassement des filtres dû à un manque d'entretien et un condensateur fatigué sur le compresseur de la cave. Rien que je ne puisse gérer les yeux fermés. Mais c'était physique. Il fallait déplacer les meubles, se coucher au sol, visser dans des angles impossibles. Pendant que je transpirais à genoux dans la cuisine, la tête dans le moteur de la cave à vin, j'entendais Oriane et maman rire dans le salon. Elle parlait des invités, des avocats influents, des juges. Elle parlait d'un monde où l'apparence était tout, où la valeur d'une personne se mesurait à la marque de ses chaussures. Heureusement que tu as bon goût, ma chérie, disait maman d'une voix forte. Tu ne tiens pas ça de ton père, paix à son âme. Il avait toujours les ongles noirs et les mains calleuses. C'était un brave homme, mais il manquait tellement de distinction. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. J'ai serré ma clé à molette si fort que mes jointures ont blanchi. Elle profitait du confort que le travail de papa et le mien avaient acheté, tout en crachant sur la source même de ce confort. Elle vivait sur le dos de ceux qu'elle méprisait. Vers 17h30, j'avais fini. J'ai tout remis en place, nettoyé mon espace de travail jusqu'à ce qu'il brille. Je suis allée me laver les mains et le visage dans l'évier de la cuisine avec du liquide vaisselle, essayant de me rafraîchir. Oriane entra, vêtue d'une robe de cocktail noir, sublime, qui soulignait sa silhouette fine. Elle me regarda de haut en bas avec une analyse critique. « C'est réparé ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui. Tout fonctionne parfaitement. La température est stable à 12 degrés pour le vin, et la clim est silencieuse. » Bien. Elle hésita, jouant nerveusement avec son collier de perles véritables, un autre cadeau du trust. « Écoute, Gaël. Les invités vont arriver plus tôt que prévu. Maître Vianney m'a envoyé un message, il sera là dans 20 minutes. D'accord, je vais me changer. J'ai apporté une robe simple dans mon sac, je peux me préparer dans la salle de bain d'amis. » Elle fit un pas en arrière, bloquant physiquement l'accès au couloir. « En fait. Je pensais que ce serait mieux si tu restais, discrète. » Discrète ? Ai-je répété, ne comprenant pas tout de suite. C'est ta crémaillère, Oriane. Je suis ta sœur. Je suis invitée, non ? Je sais, je sais. Mais, ces gens, ils sont d'un autre monde, Gaël. Si on commence à te demander ce que tu fais, et que tu parles de frigo, de tuyaux, de gaz réfrigérant, ça va casser l'ambiance. Maître Vianney est très élitiste, très vieille France. Il ne comprendrait pas. Elle posa une main sur mon bras, un geste qui se voulait affectueux mais qui était froid comme la glace d'un congélateur. Fais-moi ce cadeau. Reste dans la cuisine pour gérer le traiteur quand il arrivera, ou va sur le petit balcon de service pour prendre l'air. Je dirai que tu es occupé. Ou que tu es le personnel technique qui finit une intervention. S'il te plaît. C'est ma soirée. Ne gâche pas tout. J'ai regardé ma propre sœur me demander de me cacher comme une honte familiale, comme un secret inavouable. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû prendre mes affaires et claquer la porte. Mais la promesse faite à papa me retenait encore, comme un fil invisible mais indestructible. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Je voulais voir si elle avait une limite à son ingratitude. D'accord, dis-je doucement, la voix tremblante. Je resterai en retrait. Je ne te ferai pas honte. Son soulagement était presque insultant tant il était visible. Tu es un ange. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle retourna se pavaner dans le salon, me laissant seule avec le bruit ronronnant du compresseur du frigo que je venais de réparer. Je n'étais pas une invitée. J'étais le personnel. J'étais l'ombre. À 18h, la sonnette retentit. Les premiers invités arrivèrent. Depuis l'entrebâillement de la porte de la cuisine, je voyais le défilé. Des costumes sur mesure italiens, des robes de créateurs parisiens, des rires polis et des conversations feutrées sur le droit fiscal, les fusions-acquisitions et les dernières vacances à Saint-Barth. J'ai vu Oriane rayonner. Elle était dans son élément, jouant la maîtresse de maison parfaite, acceptant les compliments sur l'appartement que je payais, servant le vin que j'avais refroidi, riant aux blagues qu'elle ne trouvait probablement même pas drôles. Puis, il arriva. Maître Vianney Dumont. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris argentés impeccablement coiffés, dégageant une autorité naturelle et intimidante.
Il n'avait pas besoin de parler fort pour être écouté. C'était l'associé gérant de l'un des plus grands cabinets de Lyon, un homme de pouvoir. « Oriane, dit-il de sa voix grave et posée. Félicitations pour votre victoire sur le dossier Garnier. Et cet appartement, c'est exquis. Une belle réussite pour une si jeune avocate. C'est rare de voir une telle ascension. Merci, maître, roucoula Oriane en baissant les yeux faussement modestes. Je travaille dur. La réussite est une question de volonté, n'est-ce pas? Quand on veut, on peut. Je faillis m'étouffer avec mon verre d'eau du robinet. Volonté? Oui, la volonté de dépenser l'argent des autres sans jamais se poser de questions. Maître Vianney semblait préoccupé malgré les sourires. Il accepta une coupe de champagne mais garda son téléphone à la main, vérifiant l'écran toutes les 30 secondes. Tout va bien, maître, demanda un autre avocat, inquiet de voir le patron distrait. Un souci majeur avec un client, répondit Vianney, assez fort pour que je l'entende depuis ma cachette. Les laboratoires Biopharma. Ils ont une alerte critique sur leur entrepôt principal de stockage de vaccins. Si la température monte au-dessus de 4 degrés, ils perdent des millions d'euros de stock. J'essaie de joindre la PDG de l'entreprise de maintenance qui gère leurs installations, mais c'est le week-end, et je tombe sur le répondeur général. Je me figeai, mon verre à la main. Biopharma. C'était l'un de mes plus gros contrats, un client stratégique. Et la PDG qu'il essayait de joindre désespérément, c'était moi. Mon téléphone professionnel était resté en mode silencieux, enfoui au fond de ma caisse à outils pour ne pas déranger la fête précieuse d'Oriane. Je me suis approché doucement de ma caisse, le cœur battant, pour vérifier. Effectivement, l'écran affichait 3 appels manqués de mon directeur technique, Pierre, et 2 d'un numéro inconnu, probablement le portable personnel de Vianney. À ce moment précis, j'ai eu soif. Très soif. La chaleur de la cuisine et le stress m'avaient déshydraté. J'ai repris mon verre d'eau et j'ai fait un pas hors de la cuisine, instinctivement, pour m'aérer un peu dans le couloir adjacent où l'air était plus frais. J'ai oublié, l'espace d'une seconde, que j'étais censé être invisible, que j'étais le fantôme de la maison. Malheureusement, le parquet ancien a craqué sous ma chaussure de sécurité. Un bruit sec, comme un coup de feu dans le brouhaha poli de la soirée. Oriane s'est retournée brusquement, comme piquée par une guêpe. Son regard a croisé le mien à travers la pièce. La panique pura traverser ses yeux, suivie instantanément par une colère noire, dévastatrice. Elle a vu sa sœur, en tenue de travail, un verre d'eau à la main, osant respirer le même air que ses précieux invités, osant exister dans son monde parfait. Elle s'est excusée précipitamment auprès de Vianney et a foncé sur moi, traversant le salon comme une furie, ses talons claquant sur le bois. Elle m'a attrapé par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, et m'a tiré violemment vers le fond du couloir, loin des regards directs, mais pas assez loin pour étouffer les voix qui allaient suivre. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle, le visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. « Je t'avais dit de rester cachée. Tu es sourde ou tu es stupide » J'avais soif, Oriane. Et j'ai entendu que... Je m'en fous de ce que tu as entendu. Regarde-toi. Elle pointa mon pantalon de travail avec un dégoût viscéral. Tu fais tache. Tu es une verrue sur le visage de cette soirée. Maître Vianney est là. Tu veux qu'il pense quoi? Que ma sœur est une ratée? Une souillon? Les mots m'ont frappé comme une gifle physique, me coupant le souffle. Une ratée? Ai-je répété, la voix blanche. Oriane, c'est moi qui ai réparé ta clim il y a 1 heure. C'est grâce à moi que tes invités ne suffoquent pas. Et c'est tout ce que tu sais faire. Réparer des trucs. Tu es une ouvrière, Gaëlle. Accepte-le. C'est ta place. Mais ne viens pas polluer mon ascension sociale avec ta médiocrité. Reste à ta place. La conversation, bien que chuchotée au début, avait monté en volume. Elle avait attiré l'attention. Le silence s'était fait progressivement dans le salon. Les rires s'étaient tus. Maman s'était approchée, l'air gêné, triturant ses mains. Mais au lieu de me défendre, au lieu de dire c'est ta sœur, respecte-la, elle a détourné le regard, faisant semblant d'ajuster un tableau au mur, comme si elle ne nous connaissait pas. Maître Vianney, curieux de nature comme tout bon avocat, s'était approché aussi. Il nous regardait, un sourcil levé, analysant la scène. Oriane le vit du coin de l'œil.
Elle sut qu'elle ne pouvait plus me cacher. Je n'étais plus un secret, j'étais un problème exposé. Alors, elle fit un choix. Le choix le plus cruel, le plus lâche et le plus stupide de sa vie. Pour sauver sa face, pour préserver son mensonge, elle décida de m'humilier publiquement, de m'écraser pour bien montrer à son patron qu'elle n'avait rien à voir avec cette ouvrière. Elle haussa la voix, pour que tout le monde entende bien, pour prendre l'assemblée à témoin. « Écoutez, madame, dit-elle en me vouvoyant soudainement, dressant un mur de glace entre nous. Je vous ai payé pour la réparation. Le travail est fait. Maintenant, il faut partir. C'est une réception privée ici, sur invitation. Vous n'avez pas votre place. » Je la regardai, incrédule, mes yeux cherchant une trace d'humanité dans les siens. « Tu me vouvoies, Oriane ? Tu es sérieuse ?» Elle rit, un rire nerveux, cassant et méprisant. « Ne jouez pas à la familière avec moi. Tenez. » Elle fouilla fébrilement dans son sac à main de marque posé sur une console et en sortit un billet de 50 €. Elle revint vers moi et me le tendit. Ou plutôt, elle me le jeta. Le geste était violent, méprisant. Le billet orange et marron flotta dans l'air un instant avant de tomber à mes pieds, sur mes chaussures de sécurité. « Pour votre peine. Et pour le taxi. Parce que franchement... » Elle fit une grimace de dégoût théâtral en agitant la main devant son nez délicat. « Vous sentez la graisse et le cambouis. C'est incommodant pour mes invités. Sors d'ici. Tu pues l'échec. » La pièce était devenue glaciale, plus froide qu'une de mes chambres frigorifiques. Quelqu'un a octé de surprise derrière nous. Maman ne bougeait toujours pas, statufiée par sa propre lâcheté. Maître Vianney fit un pas en avant, le visage fermé. « Oriane, tout va bien ? » « Qui est cette personne ? » demanda-t-il. Oriane se tourna vers lui avec son sourire le plus charmant, un masque effrayant de fausseté. « Oh, excusez-moi maître. Je suis désolée pour ce spectacle. C'est juste la technicienne pour la climatisation. Elle est un peu insistante. Elle traîne. C'est difficile avec ces gens-là, vous savez, ils ne connaissent pas les codes de notre milieu. Ils manquent d'éducation. Ces gens-là. » C'était la fin. La promesse faite à papa s'est brisée en 1000 morceaux sur le parquet ciré, juste à côté du billet de 50 €. J'ai senti quelque chose mourir en moi à cet instant précis, l'amour inconditionnel et protecteur que j'avais pour elle depuis toujours. Mais quelque chose d'autre venait de naître, quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Une détermination implacable. Arrêtons-nous une seconde ici. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Mettez-vous à ma place. Soyez honnête. Si votre propre sœur, celle pour qui vous vous êtes sacrifié pendant des années, vous humiliait ainsi devant 50 personnes, vous jetant de l'argent au visage en disant que vous puez, que feriez-vous ? Partiriez-vous en pleurant de honte ? Ou feriez-vous ce que j'ai fait ? Mettez la vidéo en pause et dites-moi votre réaction immédiate en commentaire maintenant. J'ai hâte de lire comment vous auriez géré cet affront. Je ne me suis pas baissée pour ramasser l'argent. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis redressée de toute ma hauteur. J'ai lissé mon polo avec le logo GL Solutions, fièrement. Et j'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux, un sourire qui annonçait l'orage. « Tu veux que je parte, Oriane ? Tu es sûre de toi ? » demandai-je doucement, ma voix calme contrastant avec la violence de la situation. « Sûre et certaine. » « Dégage. Je ne veux plus te voir. » « Très bien, dis-je. Je vais partir. » « Avec grand plaisir. Mais avant, j'ai quelque chose à te rendre. Et j'ai quelque chose de très important à dire à ton patron. » Je me suis dirigée vers ma caisse à outils restée dans l'entrée. Pas pour prendre une clé ou un tournevis, mais pour ouvrir la poche latérale zippée où je garde mes documents importants, ce que je transporte toujours avec moi. Le silence dans la pièce était lourd, épais, presque palpable. Tout le monde retenait son souffle, sentant instinctivement que la technicienne n'allait pas partir sans faire de bruit, que le drame ne faisait que commencer. J'ai sorti une enveloppe beige, épaisse, de qualité supérieure. Le logo de mon entreprise, GL Solutions Frigorifiques, était imprimé en relief doré dans le coin supérieur gauche. C'était élégant, corporatif, puissant. Je suis revenue vers le centre de la pièce et je l'ai posé doucement,
presque délicatement, sur la table basse en verre, juste à côté des petits fours et du champagne que j'avais sans doute payé indirectement. Je me suis tournée vers Maître Vianney. Il regardait l'enveloppe, puis moi, puis le logo brodé sur mon polo. Ses yeux se sont écarquillés. L'intelligence brillait dans son regard, il connectait les points à une vitesse fulgurante. Maître Vianney, dis-je d'une voix calme et posée, celle que j'utilise dans les conseils d'administration face à des investisseurs, pas sur les chantiers. Je crois que vous essayez de me joindre depuis 1 heure pour l'urgence critique aux entrepôts de Biopharma. Il ouvrit la bouche, stupéfait, son verre de champagne manquant de lui échapper des mains. Vous? Vous êtes Gaël Lecomte? La PDG de GL Solutions? En personne, maître. Désolé pour la tenue, j'étais occupé à réparer les erreurs domestiques de ma sœur. Pour Biopharma, ne vous inquiétez pas. Mon directeur technique a reçu mes instructions automatiques et a déjà basculé sur les systèmes de secours à distance. Vos vaccins sont en sécurité, la température est maintenue. Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. Oriane devint blanche comme un linge, ses lèvres tremblaient. Quoi? Balbutia-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Mais non. Gaël répare des climatiseurs. Elle n'est personne. Je conçois, j'installe et je maintiens des systèmes industriels complexes pour les plus grandes entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires de la région. Oriane, la coupe-et-jeu, ma voix tranchant l'air comme un rasoir. Mon entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros l'année dernière. Je ne suis pas juste une ouvrière. Je suis la patronne. Je suis celle que ton patron essaie de joindre pour sauver ses contrats. Je me suis tournée vers elle. Elle tremblait de tout son corps, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Mais ce n'est pas le plus important ce soir, n'est-ce pas? Ce soir, nous fêtons ton succès. Ton indépendance. Ta réussite seule contre tous. J'ai pris l'enveloppe et j'en ai sorti les documents un par un. Tu m'as chassé parce que je sens la graisse. Parce que je ne suis pas assez bien pour ton monde doré. Mais Oriane, qui penses-tu à payer pour ce monde? Dis-le-moi. J'ai levé une feuille de papier. Un relevé bancaire détaillé. Le loyer de cet appartement? 2500 € par mois. Payé par le fonds d'avenir. C'est-à-dire, par mois. Par mes mains sales. J'ai sorti une autre feuille. Tes frais de scolarité à la faculté privée? Tes cours de prépa d'été? Tes livres? Payés par mois. J'ai sorti un contrat de leasing automobile. Ton Audi à 5 blanches? Dont tu es si fier, que tu gardes devant le cabinet pour épater la galerie? Le leasing est à mon nom personnel. Je le paie chaque mois. C'est mon argent qui met de l'essence dans ton réservoir. J'ai fait un pas vers elle. Elle reculait, heurtant le buffet, faisant teinter la vaisselle. Pendant 7 ans, Oriane, j'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai rampé dans la boue, j'ai gelé, j'ai ruiné mes mains et mon dos. J'ai sacrifié ma vie. Pourquoi? Pour que tu puisses jouer à la princesse. Pour que tu n'aies jamais à travailler un seul jour pendant tes études. J'ai tenu la promesse faite à papa. Une larme solitaire, brûlante, coula sur ma joue, mais je ne l'essuyai pas. Je voulais qu'elle la voie. Et comment me remercies-tu? En me traitant comme une pestiférée. En me jetant 50 € comme si j'étais une mendiante au coin de la rue. En ayant honte de moi devant tes amis. Je me tournai vers maman. Elle était effondrée sur le canapé, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Et toi, maman, tu savais. Tu savais que papa n'avait rien laissé. Tu savais que c'était mon argent, mon travail. Et tu l'as laissé me traiter ainsi. Tu as ri avec elle. Tu as eu honte avec elle. Je revins vers Oriane, qui pleurait maintenant, non pas de remords, je le voyais bien, mais de terreur pure. Elle voyait sa vie, son château de cartes, s'effondrer en direct. Puisque je suis une ouvrière qui pue, je ne devrais pas financer le train de vie d'une avocate prestigieuse, n'est-ce pas? Ce serait illogique. J'ai pris le chèque que j'avais préparé dans l'enveloppe pour son prochain loyer. Je l'ai tenu bien haut. C'est fini, Oriane. Le robinet est fermé. L'appartement, la voiture, l'argent de poche, tout s'arrête maintenant. À cette seconde précise.
Tu es indépendante. Tu es libre. Bonne chance dans le vrai monde. J'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, lentement. Le bruit du papier qui se déchire a résonné dans le silence absolu. Les morceaux sont tombés sur le sol comme de la neige sale. Je pris mon sac. Je me sentais légère. Incroyablement légère, comme si je venais de poser un sac de ciment que je portais depuis 8 ans. Oriane tenta de m'attraper le bras, paniquée. Gaël, non. Attends. Je ne pensais pas. Je suis désolée. Je suis stressée, c'est tout. On peut parler. Ne fais pas ça. Je me suis dégagée brusquement. Ne me touche pas, dis-je froidement. Tu vas te salir les mains. Et tu as une réputation à tenir. Mais le coup de grâce, le véritable coup de massue, ne vint pas de moi. Il vint de maître Vianney. Il s'avança, son visage rouge d'une colère contenue mais terrible. Il ne regardait même plus Oriane, il regardait les documents éparpillés sur la table comme des preuves à charge. Mademoiselle le comte, dit-il à Oriane d'une voix glaciale, une voix de tribunal. Vous m'avez dit lors de votre entretien d'embauche, en me regardant dans les yeux, que vous aviez financé vos études vous-même en travaillant la nuit. Vous m'avez dit que vous veniez d'une famille aisée mais que vous vouliez vous faire seul. Vous avez bâti votre candidature sur ce mensonge. Oriane ne pouvait plus parler. Elle octa, suffoquant dans ses larmes. Le mensonge est une chose, continua Vianney, impitoyable. Mais l'ingratitude, le manque total d'intégrité morale que vous venez de démontrer envers votre propre sœur, envers la femme qui vous a tout donné, qui a sacrifié sa jeunesse pour vous. C'est répugnant. Il secoua la tête avec un dégoût profond. Un avocat doit avoir une éthique, mademoiselle. Une colonne vertébrale. Vous n'en avez aucune. Et insulter publiquement Madame le Comte, qui est l'un des partenaires stratégiques les plus vitaux de nos plus gros clients, montre un manque de jugement catastrophique. Vous êtes un danger pour ce cabinet. Maître, s'il vous plaît, génie Oriane, tendant les mains. Ne venez pas au bureau lundi, trancha-t-il. Je ferai envoyer vos affaires personnelles par coursier. Vous êtes renvoyé pour faute grave et atteinte à la réputation du cabinet. Votre carrière chez nous s'arrête ce soir. La salle Alta. C'était l'exécution publique d'une carrière, une mise à mort sociale. Vianney se tourna vers moi. Son expression s'adoucit instantanément, passant du juge au partenaire. Madame le comte, Gaël. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce que vous avez subi ce soir sous mon toit, ou du moins sous le toit d'une de mes employées. C'est impardonnable. J'ignorais tout de cette situation. Ce n'est pas votre faute, maître, répondis-je. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses employés. J'aimerais beaucoup discuter de notre contrat avec Biopharma dans un cadre plus approprié. Et peut-être revoir nos propres contrats de maintenance au cabinet. Il semble que nous ayons besoin de gens fiables, de gens de valeur. Il me tendit sa carte personnelle. Je lui donnai la mienne, la vraie, celle de PDG. Avec plaisir, dis-je. Appelez mon assistante lundi. Je me suis dirigé vers la porte, traversant la foule qui s'écartait sur mon passage comme la mer Rouge. Maman a crié, retrouvant soudainement l'usage de la parole, « Gaël. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis ta famille. Tu es monstrueuse. » Je me suis arrêtée sur le seuil, la main sur la poignée en laiton. Je me suis retournée une dernière fois. J'ai vu Oriane à genoux, pleurant sur son tapis persan, entourée de gens qui la regardaient maintenant non plus avec admiration, mais comme une bête curieuse, pathétique. Je ne détruis rien, maman, dis-je calmement. Je ne fais que retirer les échafaudages artificiels. Si l'immeuble s'écroule, c'est qu'il était mal construit dès le départ. C'est de la physique simple. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. L'air frais de la nuit lyonnaise m'a frappé le visage. Il n'avait jamais senti aussi bon. Il sentait la liberté. Il sentait la fin d'un calvaire. En descendant les escaliers, j'ai croisé un couple qui arrivait en retard, essoufflé. Ils m'ont souri poliment en voyant ma tenue. « Bonsoir, le technicien est encore là ?» ont-ils demandé. J'ai souri en retour, un vrai sourire cette fois. « Non, » répondis-je. Le technicien a fini son travail. Il a tout réparé.
Il ne voyait qu'une femme en tenue de travail. Il ne savait pas que cette femme venait de renverser un trône et de reprendre sa vie en main. Je suis montée dans mon camion. J'ai posé ma tête sur le volant, sentant le cuir froid contre mon front, et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Pas de tristesse, mais de relâchement nerveux intense. 8 ans de tension, de mensonges et de sacrifices venaient de s'évaporer dans la nuit. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon, mais un tourbillon que j'observais de loin, intouchable, protégé par ma nouvelle forteresse d'indifférence. Dès le lundi matin, j'ai appelé la société de leasing automobile. J'ai annulé le contrat de l'Audi. Comme j'étais la seule signataire solvable et légale, ils ont envoyé une dépanneuse récupérer le véhicule devant l'immeuble d'Oriane l'après-midi même. On m'a rapporté par une voisine qu'elle a couru après la dépanneuse en talons, hurlant comme une folle, essayant d'ouvrir la portière verrouillée, offrant un spectacle pathétique à tout le quartier. Le mardi, j'ai notifié officiellement le propriétaire de l'appartement par lettre recommandée que je me retirais comme garant solidaire. Sans mes revenus pour cautionner, et sans emploi puisqu'elle avait été renvoyée, le propriétaire a appliqué la clause de résiliation immédiate du bail précaire. Il a donné à Oriane 1 mois pour quitter les lieux. C'est la loi. Pas de pitié pour les mauvais payeurs sans garantie. Le mercredi, mon téléphone a explosé de messages de la famille éloignée, des cousins, des tantes. Maman avait raconté sa version tordue, j'étais la méchante sœur jalouse, aigrie, qui avait fait une scène hystérique pour ruiner la fête de la gentille Oriane. C'est là que tante Jocelyne est intervenue. Jocelyne, la sœur de papa, une femme droite qui n'avait jamais aimé la façon dont maman nous traitait. Elle m'a appelée. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Est-ce que c'est vrai? Tu as tout payé pendant toutes ces années? Je ne lui ai pas répondu par des mots. Je lui ai envoyé les copies des relevés bancaires, les contrats, les preuves. 1 heure plus tard, Jocelyne a publié un long message cinglant sur le groupe Facebook de la famille, taguant tout le monde. Elle a tout déballé. Les chiffres, les dates, les montants, les sacrifices. Elle a conclu par cette phrase qui restera gravée dans ma mémoire. Henri serait fier de Gaël et mort de honte pour les 2 autres parasites. Le silence radieux de la famille a été immédiat et total. Plus personne n'a osé me critiquer. La honte avait changé de camp. Quant à Oriane, la rumeur à Lyon va vite. Très vite. Le milieu juridique est un petit monde où tout se sait. Maître Vianney est un homme respecté et influent. Quand on a su pourquoi il avait renvoyé sa stagiaire vedette, toutes les portes se sont fermées hermétiquement. Aucun cabinet sérieux, aucun avocat intègre ne voulait d'une collaboratrice qui ment sur ses origines, vit au crochet de sa sœur et insulte les clients majeurs du cabinet. Elle était grillée. Elle a essayé de m'appeler 100 fois. J'ai reçu des dizaines de messages vocaux. Des messages d'excuses larmoyantes, des messages de haine pure, des messages de supplication. Je vais être à la rue, je n'ai plus rien, pardon, je t'aime, tu es ma sœur préférée. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de maman aussi. Le silence était ma réponse, et c'était la plus bruyante de toutes. J'ai appris par Jocelyne, quelques semaines plus tard, qu'Oriane avait dû vendre tous ses sacs de luxe, ses bijoux et ses chaussures de créateur sur des sites de seconde main pour payer un petit studio meublé dans une banlieue lointaine et triste. Elle avait dû prendre un job d'assistante juridique basique dans une petite étude notariale de campagne, payée au SMIC, loin des paillettes et des grands procès. La chute a été brutale. Vertigineuse. Mais nécessaire. 3 mois ont passé. L'hiver s'installait sur Lyon, recouvrant la ville d'un manteau gris. J'avais rendez-vous avec Maître Vianney pour déjeuner. Nous étions devenus proches, une amitié professionnelle solide s'était nouée. Il respectait mon travail, mon intégrité, et mon entreprise avait signé le contrat de maintenance globale pour tout son immeuble de bureaux. Nous étions assis en terrasse chauffée d'un café chic du centre-ville, dégustant un café chaud. Je portais un tailleur-pantalon élégant ce jour-là, même si mes mains portaient encore les traces discrètes de mon travail manuel, des traces dont j'étais fière. « Regardez » dit discrètement Vianney en montrant l'autre côté de la rue d'un signe de tête. Je suivis son regard. C'était elle. Oriane. Elle attendait le bus sous un abribus battu par le vent. Elle portait un manteau de laine qui avait connu des jours meilleurs et qui commençait à boulocher. Elle n'avait plus son brushing impeccable, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval simple, un peu désordonnée.
Elle avait l'air fatiguée, cernée, vieillie de 10 ans. Elle mangeait un sandwich triangle acheté au supermarché, debout, dans le froid. Elle ressemblait trait pour trait à ce que j'étais 8 ans plus tôt, quand je me sacrifiais pour elle. L'ironie du sort était mordante. « Vous voulez qu'on l'invite à notre table ?» demanda Vianney doucement, testant ma réaction. J'ai regardé ma sœur. J'ai vu la fatigue sur son visage, la défaite dans ses épaules voûtées. J'ai ressenti une pointe de pitié, c'est naturel, c'est humain. C'est ma sœur, mon sang. Mais ensuite, je me suis souvenu du billet de 50 € gisant par terre. Je me suis souvenu du tu sens la graisse. Je me suis souvenu de son mépris, de sa cruauté gratuite. Si je l'aidais maintenant, elle n'apprendrait rien. Si je la sauvais encore une fois, elle redeviendrait la personne qu'elle était, arrogante et ingrate. Elle devait apprendre ce que c'est que de gagner chaque euro à la sueur de son front, de sentir le froid mordre sa peau, d'avoir peur de la fin du mois. C'était la seule façon pour elle de devenir, peut-être un jour, une personne décente. Non, dis-je en reprenant ma tasse de café, la main ferme. Laissez-la. C'est la meilleure leçon de droit et de vie qu'elle n'aura jamais. Le bus est arrivé dans un nuage de gaz d'échappement. Elle est montée dedans, disparaissant dans la foule des travailleurs anonymes qu'elle méprisait tant autrefois. La porte s'est refermée, et le bus s'est éloigné. Je ne l'ai pas suivi du regard. Aujourd'hui, GL Solutions continue de grandir. Je viens d'embaucher 10 nouveaux techniciens pour faire face à la demande. Lors de l'entretien d'embauche, je leur dis toujours la même chose, ma devise. Ici, on ne regarde pas les diplômes brillants, on regarde les mains et le cœur. Soyez fiers de votre saleté, soyez fiers de votre fatigue, c'est la preuve que vous construisez quelque chose de réel. Je n'ai plus de contact avec Oriane ou maman. C'est douloureux parfois, je ne vais pas mentir, surtout les dimanches ou à Noël quand les familles se réunissent. Mais la paix que je ressens, cette tranquillité d'esprit, vaut ce prix. J'ai une nouvelle famille maintenant, mes employés fidèles, mes amis sincères, tante Jocelyne. Des gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux payer ou pour l'image que je peux leur donner. Cette histoire m'a appris une chose essentielle que je veux partager avec vous pour conclure. N'ayez jamais honte de votre travail, quel qu'il soit. Que vous soyez nettoyeur, ouvrier, serveur, technicien ou artisan. C'est le travail honnête qui fait tourner le monde, pas les titres pompeux ou les apparences vides. C'est nous qui construisons, qui réparons, qui nourrissons. Et surtout, ne laissez jamais, jamais personne vous traiter comme un paillasson, même si vous partagez le même sang. Le respect ne s'hérite pas, il se mérite par les actes. Si quelqu'un vous méprise alors que vous le nourrissez, coupez les vivres. N'ayez pas peur. Vous verrez à quelle vitesse la royauté disparaît quand elle doit payer ses propres factures et affronter la réalité. La dignité n'a pas de prix. C'est la fin de mon récit. J'espère qu'il vous a touché. Si cette histoire de justice et de résilience vous a plu, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo, cela aide énormément la chaîne à grandir et à partager d'autres histoires. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver vous-même? Comment vous êtes-vous senti après? Libéré? Coupable? Je lirai vos histoires avec attention, car nous sommes une communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et soyez fiers de qui vous êtes. À bientôt.